Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lundi, vous avez surpris tout le monde en annonçant que vous alliez vous soumettre, vous et votre gouvernement, à un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Il aura lieu le 8 septembre. Si on regarde les rapports de force dans l'hémicycle, ça s'annonce très compliqué. Regardez. Dans 12 jours, François Bayrou se présentera face aux députés dans le cadre de l'article 49.1 de la Constitution. Il sollicitera à ce moment-là ce qu'on appelle la confiance des parlementaires à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre prononcera une déclaration de politique générale pour tenter de convaincre. Après un débat dans l'hémicycle, viendra le moment du vote. Un vote à la majorité simple, c'est-à-dire que seuls les députés présents voteront pour, contre ou s'abstiendront. S'il y a plus de députés qui votent contre que pour, le gouvernement tombe. Concrètement, aujourd'hui, ce serait le cas. En additionnant les voix de tous les partis qui ont annoncé voter contre, RN, parti de gauche et indépendant, on obtient 353 votes. Seuls les 161 membres du bloc central soutiennent clairement François Bayrou. Une partie des 49 LR attend son discours pour se prononcer. Si les députés suivent les consignes de leur parti, François Bayrou sera contraint de remettre sa démission au président de la République. Vous avez vu ces chiffres, ils ne mentent pas. Aujourd'hui, nous sommes à 12 jours de ce vote. Vos chances d'obtenir arithmétiquement la majorité sont aujourd'hui nulles. En apparence. Mais est-ce qu'on peut préciser une chose? Parce que tout le monde a dit, et votre reportage aussi, un vote de confiance. Alors on appelle ça comme ça, mais la précision, c'est que c'est une déclaration de politique générale dans laquelle ou par laquelle le gouvernement s'adresse à l'Assemblée nationale en lui disant « voilà la situation et voilà notre volonté ». Et c'est sur ce bilan de la situation, ce constat de la situation, que les députés doivent voter. Et est-ce que cette situation est réelle? Est-ce que c'est grave? Et est-ce que c'est urgent? Certes, mais sur l'arithmétique, ça ne change rien. Non, ça ne change rien. Il y aura peut-être votre pouvoir de conviction, mais on va en reparler dans un instant. Oui. Arithmétiquement, ça ne change rien. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas obtenir cette confiance. Non, aujourd'hui, a priori, on ne peut pas obtenir la confiance, mais on sait bien qu'il n'y a pas de majorité depuis longtemps, depuis les élections. La question, elle est simple. Ma conviction, c'est qu'il est impossible de poursuivre ou de porter la politique de redressement du pays s'il n'y a pas un minimum d'accord sur l'importance de ce choix. Parce qu'on ne peut pas passer en force. Et d'ailleurs, je ne veux pas passer en force. Le gouvernement, dans ce moment, il n'est pas contre les Français ou pour contraindre les Français. Le gouvernement, il est le défenseur des Français. Oui, Monsieur le Premier ministre, mais il y a deux partis clés, ceux qui pèsent le plus. Le Parti socialiste, le Rassemblement national. Jordan Bardella, ici même hier, a dit que jamais les députés du Rassemblement national ne voteraient la confiance pour vous et votre gouvernement. Le premier secrétaire du Parti socialiste, avant-hier, dans ce journal, disait qu'il était inenvisageable qu'il vote la confiance en votre faveur. Vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse. Je répète que confiance n'est pas le bon mot. Le vote qui va être émis est un vote pour que les parlementaires disent si oui ou non ils partagent le constat. Aujourd'hui, ils disent non. Non, ils disent non. D'abord, rien que les phrases que vous avez énoncées sont intéressantes. Voilà que vous allez avoir LFI, le Rassemblement national et le Parti socialiste qui vont ensemble, alors qu'ils sont absolument antagonistes sur tous les sujets. Ils sont directement opposés les uns aux autres, et y compris avec des insultes de tous les jours. Et c'est cet assemblage-là qui dit « nous allons renverser le gouvernement ». Est-ce que c'est bien pour la France? Mais cela ne peut pas vous surprendre, c'est la règle du parlementarisme. Vous ne débutez pas dans cette carrière, Monsieur le Premier ministre. Ceci est tout à fait vrai, mais peut-être on peut essayer de voir la gravité des choses. Oui ou non, est-ce que la situation de la France, la menace de surendettement, est-ce que cette situation mérite qu'on y réponde? Alors on a, c'est très simple, c'est comme un bateau qui aurait une voie d'eau, un trou dans la coque, et la coque se remplit d'eau. Alors il y a des gens qui disent
T'en fais pas, Simone, le bateau flotte encore. Et de ce point de vue-là, on est irresponsable. Et on n'est pas irresponsable pour nous, Monsieur Boulot, même pas pour vous, pas pour nous, pas pour notre génération. On est irresponsable pour les plus jeunes des Français. Vous vous rendez compte, on a réussi un truc, je trouve que ça sera dans les livres d'histoire. Le pays est écrasé sous la dette. Et vous savez bien que c'est vrai, vous avez fait 1000 reportages sur 3 300 milliards de dettes. 3 300, presque 50 milliards de dettes. Le pays est écrasé sous la dette. Ça lui coûte, ça lui enlève chaque année une part essentielle de ce qu'il produit et de ce qu'il vit. Et on dit, c'est pas grave, les partis politiques vont voter contre. Mais je vous donne 2 chiffres. Pardon, je ne veux pas vous interrompre. Je vous en prie. Je vous donne 2 chiffres. Le pays produit chaque année 50 milliards de richesses de plus que l'année précédente. 50 milliards. Et avec ces 50 milliards, on fait 150 milliards de déficit supplémentaire. Ça ne mérite pas que TF1, que le journal de 20 heures, Gilles Boulot disent mais enfin, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Il faut parler de votre méthode. Aujourd'hui, vous avez appelé les représentants des partis d'opposition, qui ne sont pas de votre parti, à venir vous voir à Matignon pour consultation à partir de lundi. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant ? Parce qu'ils étaient en vacances. Mais ils avaient un numéro de téléphone, ils ont une adresse email. Madame Le Pen dit qu'elle vous a écrit une lettre au mois de juillet à laquelle vous n'avez pas répondu. Parce que... Les représentants du Parti Socialiste disent que vous ne répondiez pas à leur invitation. Ceci est quand même drôle. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est ce que eux disent. Écoutez, on ne va pas passer son temps à dire qu'est-ce que vous faisiez au mois d'août, parce que au mois d'août, ils étaient tous en vacances. Et que j'ai, d'une manière ou d'une autre, échangé directement ou par intermédiaire avec les uns ou les autres. Mais il y a une chose très simple. Si vraiment cette question de discuter ensemble est ouverte, je les reçois à partir de lundi. Sauf que là, le temps presse. Non. Il reste 12 jours. Et 12 jours, c'est très très long pour parler. J'ai dit une chose simple. Nous n'avons pas ouvert de négociations parce qu'il y a une question à poser avant les négociations. C'est est-ce qu'on est d'accord sur la gravité et sur l'urgence des choses ? Et si on est d'accord sur la gravité et sur l'urgence des choses, alors on ouvre des négociations. On a un mois après, avant la présentation du budget. On a tout à fait le temps de regarder les choses. Et j'ai dit que j'étais prêt à examiner, mesure par mesure, comme on dit, décision par décision, la totalité de ce que nous avons annoncé. Nous y venons. Pour que les choses soient claires, ça va concerner les Français qui nous regardent. Êtes-vous prêt à négocier, à trouver un compromis sur des mesures très simples ? Les 2 jours fériés que vous voulez supprimer, l'année blanche en 2026 ou la hausse de l'imposition des plus hauts revenus. Est-ce que ce sont des thèmes concrets sur lesquels vous êtes prêt à lâcher du lest ? Sur tous les sujets, je suis prêt à discuter, sauf sur un. C'est l'effort qu'on doit faire pour que la France choisisse la trajectoire de sortir du surendettement. Cet effort est conséquent. Je répète, on produit 50 milliards de richesses chaque année, nouvelles, et chaque année, nous augmentons le déficit de 150 milliards. Quelle famille, quelle entreprise, quel garage ou quelle association peut réussir à vivre en créant chaque année 3 fois plus de déficit qu'il n'a de ressources ? Dites pas mais. Non, mais ces partis ne sont pas... ne disent pas que vous dites faux, Monsieur le Premier. Ils disent juste la méthode de François Bayrou, ce qu'il veut appliquer n'est pas bon. C'est mauvais pour la France. Ils ne disent pas que vos 44 milliards n'existent pas. Chacun prendra ses responsabilités. Si on s'accorde sur les 44 milliards que vous énoncez, vous venez de dire une phrase importante. 44 milliards, c'est probablement un seuil. Alors, un certain nombre d'entre eux le nient. Un certain nombre d'entre eux disent non, il faut moins économiser. Il faut dépenser plus. Comme si le déficit duquel on va essayer de sortir n'était pas une menace. Et le déficit, il est une menace pour qui ? Pour les plus faibles du pays. Ceux qui vont trinquer, une partie de ceux qui nous écoutent, c'est ceux qui sont dans la difficulté, c'est les femmes seules avec enfants, et c'est les plus jeunes.
sur ce chiffre de 44 milliards, Monsieur le Premier ministre, la porte-parole de votre gouvernement ce matin sur TF1 disait, bon, 44 milliards, c'est une base de départ, on peut négocier. C'est aussi votre avis? Est-ce qu'on pourrait réduire de 35 ou 40 ou de 38 milliards 5 la dépense publique plutôt que d'aller vers le chaos? Ce n'est pas votre idéal, mais ce serait un terrain d'entente. Je ne suis pas en train de marchander. Donc c'est tout ou rien, c'est 44 milliards ou rien? Je n'ai pas dit ça. Je dis une chose simple. Est-ce qu'on s'accorde sur la gravité et sur l'urgence? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? J'ai plusieurs fois lancé le défi à mes opposants de venir défendre une position contraire. Pour l'instant, j'en ai pas entendu. La situation du pays, elle s'aggrave chaque année de manière insupportable. On avait 30 milliards à rembourser tous les ans. 30 milliards, je rappelle, ça fait 30 000 millions d'euros. On avait 30 milliards à rembourser. On est passé en 2 ou 3 ans à plus de 60 milliards. On va atteindre 75 et la Cour des comptes dit plus de 100 milliards en 2029. Personne ne nie ce constat, monsieur. Si. Non. Je regrette infiniment. Pas dans la question que j'allais vous poser un instant. Gilles Boulot, si personne ne nie ce constat, alors il y a une question à poser qui fait un pas de plus, qui est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour en sortir ou pas? Certains veulent trouver d'autres méthodes que la vôtre. Mais non, il n'y a pas d'autres méthodes. Mais même le président de la République ce matin en Conseil des ministres, vous y étiez bien évidemment, est moins catastrophiste que vous. Il ne dit pas 44 milliards, c'est intangible, je ne bougerai pas d'un centimètre. On a le sentiment que si c'est lui qui négociait et pas vous, cela pourrait être 38, 37 milliards, mieux que le chaos qui possiblement se présente à nous. Ou je surinterprète ce qu'il dit. Oui, un tout petit peu. Mais il est moins catastrophiste que vous. Oh non, il a dit il ne faut pas dissimuler les atouts de la France. Ils sont très grands. Mais nous sommes en train de brûler l'un après l'autre tous les atouts que nous avons parce que la richesse du pays, elle part à ceux dont 60% sont à l'étranger, qui nous ont prêté de l'argent. On va vers 2 catastrophes et peut-être 3. La première, c'est l'explosion des taux. Vous avez vu le reportage que vous avez présenté il y a 5 minutes sur ce jeune homme qui veut acheter un appartement ou une maison. Et votre reporter a dit, mais autrefois c'était beaucoup plus facile. Pourquoi c'est difficile de plus en plus? Parce que les taux d'intérêt montent. Et vous savez bien pour vous-même que ceci est une difficulté. Et pour les entreprises, pour investir dans l'entreprise, et pour les associations, enfin pour tous ceux, familles et organisations qui ont besoin d'emprunter de l'argent. Et donc, ça c'est la première difficulté. Il y a une deuxième difficulté qui est plus grave et que les Anglais ont rencontrée il y a très peu d'années, il y a 2 ans ou 2 ans et demi. C'est quand vous ne trouvez plus de prêteurs. Ce qui a amené la démission de la Première ministre éphémère. En 6 semaines. Oui. Et c'est l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni, c'est un grand pays et c'est un grand pays financier. En 6 semaines, le gouvernement a été obligé de partir. Je ne veux pas accepter la fatalité de ce genre de crise. Et donc vous êtes prêt à faire des efforts, des compromis pour débloquer la situation en tendant la main aux partis politiques. Jusqu'où concrètement êtes-vous prêt à aller avec les représentants du Parti socialiste, du Rassemblement national et d'autres? C'est lundi, c'est très bientôt. Je vais recevoir les responsables de partis politiques et de groupes parlementaires. Je vais examiner les choses avec eux. Mais je dis que la condition préalable, c'est qu'on s'entende sur l'importance de l'effort. Et pour tous ceux qui nous écoutent, la question c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ce que François Bayrou nous dit, mais il exagère? Eh bien, je demande qu'on regarde et que tous ceux qui, dans le pays, ont une responsabilité universitaire ou économique, qu'ils disent si c'est grave ou pas. Je prétends que lorsque la France est le pays d'Europe qui a presque le plus d'endettement, sauf un, et qui a le plus d'impôts, je prétends que ce pays est au risque. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est que ceux qui nous écoutent prennent conscience de cette affaire. On ne peut rien faire sans les Français. Et précisément. On ne peut rien faire sans eux,
et on ne peut rien faire contre eux. C'est la raison pour laquelle, alors que tous les Français pensent que les hommes politiques, ce qu'ils veulent, c'est durer, c'est rester à leur place, c'est profiter des privilèges. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce risque en disant c'est suffisamment grave pour que je vous dise le gouvernement engage sa responsabilité. S'il est suivi, on ouvrira toutes les négociations nécessaires. S'il n'est pas suivi, il tombera. Mais nous aurons dit aux Français, sans la moindre ambiguïté, que c'est la vie de la nation qui est en jeu. Donc les Français, on voit bien que vous les passez peut-être par-dessus les partis, et en appeler aux Français à leur sagesse, à leur sens des responsabilités. Nous leur avons posé la question, regardez les résultats de ce sondage IFOP réalisé pour LCI, 63% des Français sont favorables à une dissolution de l'Assemblée nationale. Et nous sommes allés également à Châteaudun, en Eure-et-Loire, une commune qui a voté très précisément comme les Français au premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Écoutez la réaction des habitants. On a un doute pour l'avenir, en fin de compte. L'avenir de nous et de nos enfants, surtout. Beaucoup d'inquiétudes, on va dire. En colère, inquiet. Pas que pour moi, pour l'ensemble des Français. Je suis inquiet. Je sais pas où on va. Dissoudre l'Assemblée, pour moi, ce serait justement créer encore plus le chaos et la zizanie au sein du gouvernement. En fait, vous voulez de la stabilité? Oui, carrément. Faut que les choses changent quoi qu'il arrive, quoi. Parce que là, on ne sait pas trop où on va. Hein. Même nous, en tant que petite entreprise, on ne sait pas si on va survivre à tout ça. Ouais. Ils sont perdus, ils sont déboussolés. Plus grave, peut-être, ils ne comprennent pas forcément ce que vous voulez faire. C'est pour ça que je suis avec vous et que vous m'avez invité. Tout à fait. Mais vous voyez, ils ont dit des choses absolument essentielles. Ils ont dit « Nous sommes inquiets parce que cette... incapacité du monde politique à saisir la gravité de la situation, pour eux, c'est un motif d'inquiétude. Et ils disent une deuxième chose. Ils disent on veut de la stabilité. On entre dans un temps avec les annonces de tous ces partis qui sont ennemis entre eux, même pas seulement opposés entre eux, ennemis entre eux, et qui disent mais nous allons faire tomber le gouvernement. D'un cœur léger, on va faire tomber le gouvernement. Et les Français, ils disent, mais ça, c'est une menace pour nous. Je ne cherche pas à attirer votre reportage. Nous n'en avions pas parlé avant, et heureusement. Mais c'est exactement ce que les Français de Châteaudun et d'ailleurs disent. La question ou la condition pour avoir de la stabilité, c'est que les Français eux-mêmes prennent conscience. Les partis politiques qui ont dit on va faire tomber le gouvernement. Je suis persuadé que dans les 12 jours qui restent, ils peuvent dire bon, on a parlé peut-être un peu vite, on est peut-être allé un peu loin. Puisqu'on va discuter, puisque les discussions peuvent s'ouvrir, à ce moment-là, on verra après. Mais ils conservent l'arme de dire non, puisque c'est le Parlement et les partenaires sociaux qui vont intervenir dans ce débat. Mais Monsieur le Premier ministre, si vous n'avez pas la majorité du 8 septembre prochain, vous démissionnerez, vous n'aurez pas d'autre choix que de démissionner. Si d'aventure, la Constitution l'autorise également, Emmanuel Macron, président de la République, souhaite vous renommer à Matignon. Est-ce que vous accepteriez? Vous savez, il y avait une chanson qui disait « Avec des scies, on mettrait Paris en bouteille ». Et vous avez Paris derrière vous, c'est un peu plus grand qu'une bouteille. Je ne crois pas aux ruses. Je pense que le moment où on vit, le moment où le gouvernement dit « Nous mettons en jeu » l'existence même du gouvernement parce que les choses sont trop graves. Vous avez entendu l'inquiétude exprimée par les 4 intervenants. Ils ont raison. Et ils ont raison de vouloir de la stabilité. Et la responsabilité du gouvernement est de leur montrer que on ne défend rien, on ne défend pas d'intérêt particulier. Nous défendons l'intérêt général. Si vous êtes contraint de démissionner, que rien ne change, que tout se bloque, souhaitez-vous ou pensez-vous inéluctable, comme Édouard Philippe, l'un de vos prédécesseurs à Matignon, pensez-vous inéluctable de dissoudre l'Assemblée nationale? On vient de vivre une dissolution il y a 1 an. Malencontreuse. Oui, enfin bon. C'est une décision du président de la République qui a voulu clarifier les choses. Faut-il à nouveau dissoudre? Est-ce qu'une dissolution nouvelle nous permettrait d'avoir une stabilité, d'avoir une volonté, d'avoir une détermination du pays et de ses gouvernants pour avancer? Je ne le crois pas.
les exigences de l'extrême droite et de l'extrême gauche sont directement un clash entre elles. Est-ce que ça favorise le pays qu'en additionnant leurs voix, le gouvernement tombe? Je suis persuadé que non. Et je suis persuadé qu'il y a un grand nombre de parlementaires qui peuvent réfléchir à tout ça en disant quand même, on est élu pour que l'avenir des Français soit mieux envisagé, mieux organisé. Et si on crée le chaos aujourd'hui, encore une fois, qui vont être les victimes? Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français, à qui on a réussi à faire croire, je disais tout à l'heure, ça sera dans les livres d'histoire. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort de certains partis politiques et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Je crois, moi, que la lucidité, c'est la première vertu d'une nation et la volonté de s'en sortir. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.